Question suivante pour sur l'âge d'or, ça renvoie un petit peu à la dernière remarque de Sébastien sur le fait de privilégier certaines formes de travail dans certaines périodes du développement de l'enfant. Ce que là, on va se centrer essentiellement sur les qualités physiques, plutôt force et énergétiques. Alors en fait, cette idée selon laquelle le progrès qu'on peut obtenir à l'entraînement varierait en fonction du niveau de maturation de l'enfant, il se base en fait sur des examens. Si on examine différentes courbes d'évolution des facteurs de la performance chez l'enfant, donc là par exemple vous avez le VO2 max, donc la consommation maximale d'oxygène, vous avez les garçons, là vous avez les filles, rapporté au poids de corps. Ici à droite, là vous avez la puissance max, là rapporté au poids de corps également, là vous avez, je ne sais plus ce que c'est, la vitesse des courses en sprint, voilà. Donc on a des évolutions qui ne sont pas forcément linéaires, ce qui suggère que dans certaines périodes du développement de l'enfant, les performances vont varier de façon non linéaire. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi que l'entraînement tienne compte de ces différences ou pas? L'autre argument qui a conduit à se poser la question de savoir s'il y avait des périodes où il valait mieux entraîner telle ou telle qualité physique, c'est la simple comparaison des performances entre les enfants entraînés et les enfants non entraînés. Et en fait, si on fait cette comparaison chez l'enfant, systématiquement, on va trouver une différence plus faible que quand on mène cette comparaison chez les adultes. Du coup, on peut se dire, peut-être que l'enfant, en fait, il ne répond pas bien à l'entraînement. C'est une première possibilité de réponse, donc cette possibilité-là. On peut aussi se dire que peut-être qu'un enfant non entraîné, un enfant sédentaire, ça n'existe pas. Parce que l'enfant, en fait, en moyenne, il est plus actif que l'adulte. Donc il y a certainement une part de la réponse qui tient à ça. C'est pour ça que je n'ai pas mis de point d'interrogation ici. Donc il est certain qu'un enfant sédentaire, ça n'existe pas, qui sera toujours plus actif qu'un adulte sédentaire. Donc forcément, quand on compare des entraînés et des non entraînés, on aura moins de différence chez les enfants que chez les adultes. Du coup, pour répondre à la deuxième partie de la question, quand même, c'est celle qui nous anime maintenant, est-ce qu'on progresse en entraînement de la même façon en fonction de la maturation? Cette question-là, elle a amené plein d'affirmations qu'on peut lire, notamment sur l'équipement hormonal, l'environnement hormonal, les gens qui ont dit que l'enfant, finalement, il n'a pas un développement, un environnement hormonal suffisant pour s'adapter à l'entraînement. Des gens qui disent, oui, donc ça a des périodes plus favorables à certaines formes d'entraînement. Il faut attendre un certain niveau seuil de maturation pour déclencher des adaptations. L'endurance, on l'a dit tout à l'heure, il faudrait plutôt la faire au début, ou plutôt, moi j'ai entendu ça quand j'étais étudiant, il faut entraîner en endurance pendant l'année du pic de croissance. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on vous enseigne ça. La force, finalement, on parlait d'hormones tout à l'heure, avant la puberté, il y a assez peu de production de testostérone, donc finalement on ne peut pas prendre beaucoup de masse musculaire. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner en force avant la puberté? Est-ce qu'il ne faut pas attendre 15-16 ans, notamment chez les garçons, pour commencer l'entraînement en force? Voilà, c'est toutes ces affirmations-là. Alors, pour répondre à cette question, il y a deux façons de faire. Soit on fait des études transversales, c'est-à-dire qu'on regarde des enfants à différents âges et on regarde les différences entre les entraînés et non entraînés. Et regarder si cette différence elle varie au cours de la maturation. Et l'autre possibilité, c'est de prendre une étude, c'est plus compliqué, c'est ce qu'on voit après, une étude longitudinale. On prend une population et puis on la suit, en fait, et on regarde son entraînabilité en fonction des différentes saisons. Donc il y a quelques études transversales, il n'y en a quand même pas énormément, et elles portent en gros sur les performances aérobies, donc en endurance, et les performances anaérobies. Et la conclusion de ces études, c'est qu'on trouve pas vraiment d'effet, en fait, on trouve un effet de l'entraînement, mais on ne trouve pas d'effet maturation, c'est-à-dire que globalement, si on amène une charge suffisante, et c'est le reproche qu'on peut faire aux toutes premières études sur lesquelles se sont basées les affirmations, j'ai listé tout à l'heure, les toutes premières études sur le sujet, globalement on peut douter pour certaines du niveau de sollicitation, savoir si le niveau de sollicitation des enfants à l'entraînement était suffisant. Et les études récentes, notamment les Anglais qui ont mené des études là-dessus, qui ont calibré a priori de façon correcte la charge d'entraînement, et ils montrent que si l'entraînement
et si la charge est bien calibrée à chaque âge, eh bien, on obtient des gains qui sont similaires aux différents stades de la maturation. Les études longitudinales, donc ça il y en a très peu, notamment des études anglaises sur des nageurs, nageuses. Et donc là, c'est exactement les mêmes conclusions. Ils trouvent un effet de l'entraînement qui est similaire, quel que soit le stade de maturation, à une seule condition, toujours la même, que la charge d'entraînement soit suffisante. Voilà. Alors après, il y a aussi des études qui montrent un petit peu des différences. Globalement, très peu d'études, et le message du coup à retenir, c'est qu'on peut progresser à tout âge. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un menu unique, hein, comme le disait Sébastien. On peut progresser sur tous les domaines. Il faut leur faire de tout, en fait. De la force, de l'endurance, de la souplesse, de la coordination, de l'équilibre du jeu. C'est ce qu'on retrouve encore une fois dans l'activité spontanée de l'enfant. On va trouver des formes d'activité variées. Donc, il ne faut pas les priver. En fait, on les prive de rien et on ne cherche pas à s'abstenir de faire de l'entraînement en force. Sébastien vous en parlera après. Il y a des bénéfices à faire de l'entraînement en force. C'est même plutôt l'inverse qui serait dangereux, en fait, pour l'enfant, soit en termes de blessures, soit en termes de performance ultérieure. Je pense que Sébastien présentera des données là-dessus. L'entraînement en force, le renforcement musculaire, on ne dit pas forcément des charges depuis tout jeune, mais des formes de renforcement musculaire chez l'enfant présentent des bénéfices ultérieurs. Pour rebondir sur ne les priver de rien, jusqu'où peut-on aller? En termes de variété du menu ou de volume? De volume. Bon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans la première intervention, c'est-à-dire que si on dépasse 15-20 heures par semaine, ça devient un petit peu abusif. Voilà. Mais là, c'était plus porté sur la variété, ma conclusion. La variété des activités, en gros, ne pas s'interdire de faire des activités parce qu'on pense qu'on n'a pas l'âge pour faire. Donc, variété des activités, c'est voilà, essentiel au développement de l'enfant. Mais dire qu'il n'y a pas de période d'or pour l'entraînabilité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même des moments à privilégier pour... alors c'est vrai que tu as parlé de l'aérobie, de la puissance, mais est-ce qu'on peut quand même pas dire qu'il faut privilégier la coordination, l'équilibre quand ils sont jeunes? Oui, c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure dans sa conclusion. C'est sûr que... Quelles sont les évidences scientifiques là-dessus? C'est ça que je demande. Sur le fait qu'il faut faire plus de coordination quand on est... donc multiplier, enrichir le répertoire moteur, etc. C'est du bon sens, mais est-ce qu'il y a des évidences scientifiques? On a quelques évidences sur le développement du système nerveux, c'est ce que présentait Sébastien tout à l'heure, qui est plutôt précoce par rapport aux autres qualités. Mais après, c'est des études qui ont vraiment étudié la coordination à 6 ans, à 8 ans, à 9 ans et son entraînabilité, je n'en connais pas. Les études sur le sprint, les études sur l'aérobie, sur plutôt des dimensions anaérobie. Sébastien a présenté des données sur la souplesse, donc avec la croissance différentielle, la souplesse à un moment donné va chuter, d'où l'intérêt de l'entretenir. Et vraiment sur la coordination, on sait que c'est très précoce. Voilà. Après, comme beaucoup de vérités assénées chez l'enfant, il n'y a pas toujours les preuves scientifiques derrière. En tout cas, ça fait au moins une idée reçue de plus combattue, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas développé au moins pour l'aérobie, ça je pense qu'on peut le dire, c'est pas que vous n'avez pas développé votre aérobie pendant la puberté que c'est fichi. Quoi. Non, après, il faut quand même modérer ça, parce que si on est dans un système compétitif, malgré tout, le système de sélection fait que les plus développés et les mieux développés sortiront du lot. Voilà. Moi j'avais entendu une idée, je sais pas si elle est reçue ou bref, c'est que pour les sports d'endurance, tout se passe avant 12 ans. C'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas fait de sport d'endurance avant 12 ans n'auront pas la possibilité plus tard, même s'ils s'entraînent beaucoup, d'atteindre le même niveau. C'est dans le même ordre d'idée que ce que je disais tout à l'heure, s'entraîner en endurance l'année du pic de croissance pour développer son VO2 max, etc. Non. Si on regarde les évolutions, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure d'ailleurs, puis globalement les sports d'endurance sont plutôt des sports à maturité tardive. Ça c'est l'évolution du VO2 max en absolu, donc ça ne tient pas compte du poids de corps, et ça c'est relatif au poids de corps, donc chez les garçons en noir et chez les filles ici, et en gros à partir de la
puberté. Chez les garçons, c'est globalement stable. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que si on ne fait rien, on va chuter en relatif. Voilà, c'était peut-être inverser la question. C'est que les enfants qui ne sont pas sportifs jusqu'à 12 ans n'auront pas la possibilité de rattraper le niveau de performance des enfants qui ont été sportifs de 12 ans et qui ont continué après le sport. Jusqu'à 12 ans, ça va à peu près. Le point critique, Sébastien le citait tout à l'heure, c'est plutôt la puberté, notamment chez les filles, où il y a, moi je suis en plein dedans avec ma fille aînée, on voit vraiment qu'il y a un... Et pourtant les sportives, elle aime ça, mais il y a une chute du niveau d'activité physique, même si elle aime ça. Alors après, il y a des problématiques, la croissance, grandir, ça fatigue, ça pompe de l'énergie. Mais globalement, les études qui regardent le niveau d'activité physique chez les garçons et chez les filles, fait que chez les filles, ça chute pour différentes raisons. Une des raisons, c'est l'évolution de la composition corporelle. Là, on voit que chez les filles, j'ai pas commenté les filles, mais chez les filles, ça chute. Parce qu'en fait, l'augmentation du poids de corps par rapport aux garçons, c'est à partir de ces âges-là qu'on commence à avoir une différence de masse grasse entre garçons et filles. C'est-à-dire que pour 1 kilo pris, chez le garçon, il y aura plus de muscles que de masse grasse chez les filles. Et la graisse, ça ne fait pas avancer, en fait. C'est plutôt un désavantage. Et puis, développement aussi des forces, ça fait que dans certaines activités, notamment, c'est des résistances à l'avancement. Voilà. Et donc ça peut, chez certaines filles, freiner un peu la motivation à pratiquer parce que les performances, finalement, elles ne progressent plus, voire elles se dégradent, en fait, avec l'évolution du corps. Voilà. Ça dépend un peu des sports. C'est vrai qu'on peut dire qu'en natation, si tu n'as pas nagé avant 12 ans, ça n'existe pas un champion olympique qui a commencé à nager à 13 ans. Et après, ça dépend effectivement des sports. En gym, on pourrait dire qu'à 12 ans, c'est fini. Voilà. Mais sur les sports à maturité moyenne ou tardive, je pensais, l'idée qui me venait, c'était Jean-Christophe Perrault, qui a quand même fait des podiums au Tour de France, qui était vice-champion olympique de VTT. Pas quelqu'un qui faisait du vélo quand il était gamin, quoi. Donc, on trouvera toujours des exceptions. Après, en revanche, dans les systèmes sport collectif, où il y a des systèmes de sélection et on est tributaire de la performance de l'équipe, etc., là, c'est difficile de sortir footballeur pro à 25 ans en sortant nulle part, on est d'accord, parce qu'il faut être rentré dans un système de sélection. Sport individuel, c'est sans doute un petit peu plus facile. Mais en tout cas, ma réponse est d'un point de vue physiologique. Inversement, les sports à maturation tardive, il vaut mieux éviter d'en faire trop de travail spécifique en étant plus jeune. Oui, alors c'est... Le ski de fond, tu connais ça aussi bien que moi. Le ski de fond, ils ont maintenant les compétitions pour les jeunes, ils ont arrêté de faire des compétitions de ski de fond. Maintenant, c'est des compétitions où il y a du ski de fond, du saut, du ski, c'est avec des skis de fond, mais de la descente, du saut, pour justement qu'ils fassent plein de choses. Et après, plus tard seulement, ils se mettent à faire que du ski de fond. Et ça, pour moi, c'est pas crétin. Non, ça renvoie à une des premières questions tout à l'heure, sur le volume. On parlait de 20 heures, 30 heures. Effectivement, dans les sports d'endurance, la tendance, on le voit souvent chez les jeunes, en cyclisme, c'est des jeunes qui marchent très fort, parce qu'en fait, tout simplement, ils s'entraînent plus que les autres. Et si on fait le bilan de qui, dans les équipes, pas l'équipe de France chez les cadets, mais on va dire les équipes régionales, sélections régionales, qui subsistent à l'âge adulte, en équipe nationale, par exemple, qui est sorti du lot, et c'est pas forcément ceux qui étaient les plus forts à 12 ans. Voilà. Ça, en cyclisme, par exemple, on le voit tout le temps. Voilà. C'est des gamins qui en font plus que les autres, et qui gagnent petits, puis souvent ils se découpent très rapidement, et ils sortent du système. Et à l'inverse, on peut avoir des gens qui ont une progression plus modeste, et qui vont sortir à l'âge adulte. Giorgio, dernière question. Juste par curiosité. Comme vous avez dit au début, les marges d'amélioration par rapport au métabolisme aérobie chez l'enfant est limitée. Et je courant. Je n'ai pas dit. Ouais, enfin, non, j'ai dit qu'il y avait une faible différence entre entraîné et non entraîné. Du coup, je suis courant qu'il y a un grand débat dans la littérature où c'est fixé qu'il y a un plafond, donc il y a une marge limitée de croissance. Et je suis courant qu'il y a deux hypothèses, un plutôt lié à la limitation de la croissance du système cardio de tout le corps et l'organisateur plus mouvement, et l'autre qui dit plutôt c'est un niveau cellulaire, il n'y a plus d'espace pour un
prolifération enzymatique je voulais savoir si vous avez plutôt vous êtes un facteur Moi, j'ai pas ces notions-là. Peut-être que Sébastien pourra répondre là-dessus. Si on parle de l'eau de max, qui est indépendant du cœur et du muscle, l'impact le plus important aura lieu au niveau cardiaque, c'est-à-dire au niveau d'adaptation du débit cardiaque, du volume d'éjection systolique. Donc, c'est le facteur central cardiaque qui va conditionner fortement le VO2 max. Après, forcément, il y aura des adaptations au niveau musculaire, mais elles seront, à mon avis, plus faibles qu'au niveau cardiaque. Après, en termes de perf, si on s'intéresse aux facteurs de la perf, on dépasse les déterminants de VO2 max. On a parlé tout à l'heure du coût énergétique, c'est que sur ce facteur-là, l'enfant il a énormément gagné. Il y a des choses qu'il ne peut pas tellement modifier, ces propriétés musculo-tendineuses. Alors, par l'entraînement, on peut les modifier un petit peu, mais il a beaucoup à gagner sur le côté technique, sur la coordination, d'où l'intérêt. On parlait de ski de fond tout à l'heure. Dans ces sports énergétiques, mais très techniques, on commence d'abord par là. Et là, ils améliorent énormément leur coût de déplacement, leur performance. On a fait des éco-cœurs chez des jeunes triathlètes de 12-13 ans qui s'entraînent quand même un petit peu. On voit très bien que voilà, la capacité ventriculaire, ventricule gauche en fait, est plus importante que chez des contrôles. Et même chose au niveau de l'épaisseur cardiaque où on mesure des fractions d'éjection, on a des fractions d'éjection qui sont plus élevées chez ces jeunes triathlètes qui s'entraînent beaucoup par rapport à des contrôles. Donc il y a vraiment une adaptation cardiaque. Maintenant, je pense qu'il faut... je pense que c'est une question de régularité aussi. Il ne faut pas trop en demander trop tôt parce que sinon on risque de griller les ailes de ces jeunes quand ils vont grandir. Donc il faut être régulier et je pense qu'il ne faut pas raisonner sur l'idée de penser que la maturation va potentialiser les effets d'entraînement. Je pense qu'il y a, qu'on soit avant, pendant ou après la puberté, l'entraînement aura, et tout dépend du volume et de la qualité de l'entraînement, mais en tout cas, normalement, il n'y a pas d'interaction maturation-entraînement sur le développement de la performance. Quand un jeune récupère, on lui demande on est toujours là à le brider, en fait. En tant que parent, on a tellement une physiologie différente de l'enfant récupère. On a tendance à dire non mais arrête de bouger, arrête de faire ci, de faire ça. Nous on est fatigué assez rapidement, l'enfant lui non. Donc en fait, on le bride, on lui demande d'arrêter de bouger. Et puis une fois qu'il devient adolescent, c'est à ce moment-là où il faut qu'il bouge et il ne veut plus. Donc, en fait, on est un peu à contre-courant de la physiologie du jeune qui grandit.